en direct du Club Ciné de Canet-en-Roussillon avec deux bandits masqués, mais comment on va faire pour le fameux entretien belge ballet masque? Non, c'est striptease. Non, ça sera plutôt ballet masque que striptease. On va garder la cravate ou pas. Donc avec les maires de Port-Vendre et de Canet à ma gauche, mais ça ne veut rien dire politiquement, j'ai Grégory Marty, donc tu peux ôter ton masque, camarade. Et à ma droite, et pour le coup, il est de droite, hein, Stéphane, t'es de droite, enfin je te juge pas, hein. Non, mais je suis bien, donc républicain. Stéphane Lauda, maire de Canet. Alors, on vous a réunis ici avec mes camarades complices, outre Jérôme Coiretil, taulier, et une petite nouvelle qu'on va vous présenter, Maria. Joanne-nous, mon complice habituel, mais qui n'a pas malheureusement sa veste bleue électrique de la dernière fois, et beaucoup de gens vont se plaindre, et ils auront raison. Donc, nous sommes ici parce que moi j'aime beaucoup la mer. Et symboliquement, je vous remercie d'avoir accepté. Pourquoi? La première fois que je suis venu de Picardie en vacances, c'était à 6 mois, et j'étais à Canet-en-Roussillon. Il y a des belles photos. Et la deuxième fois, je me suis retrouvé à 6 ans, et c'était pour faire que mon père fasse de la plongée chez toi à Port-Vendre. Donc ça me touche beaucoup que... et je suis un homme qui aime faire du bateau, de la plongée, etc. Et je trouvais que ce département... alors ma sœur est directrice de service en Bretagne, dans le Morbihan, d'une ville de bord de mer, hein, comme dirait Salvatore Adamo, et le rapport à la mer est plus fort. Il n'y a pas que le cul sur la plage, si je devais résumer le truc. Bon, il y a un peu plus que ça. Il reste encore les petits métiers. Il reste encore, malheureusement, qu'un chalutier chez toi, Grégory. Je sais pas chez toi. Deux pêcheurs, mais pas de chalutiers. Ouais, voilà, des petits métiers. Et, bon, mais t'es un gros port de plaisance. Tu comptes l'étendre. T'as des producteurs de bateaux, des constructeurs de bateaux. On le redira. Donc il y a Katana, mais pas que. Et la question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin sur la mer? Il y a de la recherche sur la côte, mais c'est le CNRS, et donc c'est Paris qui gère plutôt l'essentiel. La question qui sera posée aussi, est-ce qu'on peut pas travailler avec le lycée Rosa Luxembourg, donc une femme non, c'est une femme de gauche, mais c'est une farce de fraîche, donc c'était une spartakiste pour ceux qui a été assassinée par les nazis, pour ceux que ça intéresse, mais c'était en Allemagne dans les années 30, mais on n'en reparlera pas parce que ça serait complet, mais on a le camarade Coiretti pour nous faire le laïus en cas d'urgence. Donc voilà, est-ce qu'on peut travailler plus avec les mairies et l'université pour développer des trucs? Voilà, ça sera une des questions qui sera posée, donc je vous le dis en amont pour que vous soyez pas surpris. Pour aller plus loin sur la mer et sous la mer, voilà, pour que on soit complet sur le sujet. Messieurs, je vous laisse vous présenter rapidement, Grégory, puis toi Stéphane, et après on aura le laïus du camarade Joanne-nous pour poser les bases. Grégory Marty, maire de Port-Vendre. Plus fort, s'il te plaît. Grégory Marty, maire de Port-Vendre. Oui. Ville de 4200 habitants, avec la particularité d'avoir son port en cœur de ville. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes qui puissent avoir un atout comme celui-ci. De mémoire, il y a 7 et Port-Vendre. Après... j'ai jamais franchi les autres frontières. Voilà, enchanté. Bonjour à tous, donc Stéphane Lauda, 48 ans, maire de Canet-en-Roussillon, vice-président de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée. Donc Canet-en-Roussillon, deuxième ville du département, officiellement et selon l'INSEE, 12 500 habitants. Ouais. Et selon la police et les JPN? Selon nous, plutôt 20 000 résidents à l'année, ouais. Avec une progression jusqu'à 80 000 en saison. Et donc une ville avec des orientations économiques liées bien sûr au tourisme et à la mer, on va en parler,
mais également à l'industrie nautique et donc à la plaisance, et puis enfin à la viticulture qui est quand même très présente sur notre territoire. L'aviculture, pas sur mer, pas offshore. Pas offshore, pas encore, quoique. Très bien, donc arrive le moment, nous, comme on l'appelle, mais je vais te filmer en vrai, donc tu as le droit de lire, on s'en fout. Non, ça veut dire que t'es pas analphabète, c'est bon signe. Mais je connais, je l'ai travaillé. En plus, on avait fait un article, nous déjà, sur la croissance bleue. Alors moi, j'ai un rêve que le pays catalan devienne comme la Vendée. Encore sur votre commune, Monsieur Loda, vous êtes en avance au niveau de l'industrie nautique. On en parlera avec ma collègue. Mais l'espace maritime français, c'est quand même le 2e mondial. Donc il y a vraiment un gros potentiel. Alors, dans notre territoire aussi, bien entendu. Ça représente quand même 11 millions de kilomètres carrés. Voilà, essentiellement 97% c'est dans les dom-toms. Et quand on parle de cette économie bleue, ça comporte plusieurs secteurs. Vous avez la logistique, l'industrie nautique, le tourisme. Vous avez même tout ce qui est énergétique maintenant. Hein. Il y a prévu justement des éoliennes même au large de chez nous. Vous avez, bon, ils comptent la marine, l'armée directement, et tout ce qui est évidemment la pêche, bien entendu. Tout à l'heure on parlait du chalutier, le dernier chalutier de M. Diaz, on en parlait avec M. Marty tout à l'heure. Tout ça, ça représente quand même 360 000 emplois sur toute la France, c'est en progression. Sur 4 ans, il y avait à peu près 289 000 emplois, on est passé à 360 000 en 4 ans. Donc c'est quand même un secteur qui ne connaît pas la crise, entre guillemets, tout type de contrat, hein, ça va beaucoup de postes en intérim, vous avez du CDI, du CDD, etc. En termes de volume de production, en englobant tous les secteurs, mais là aussi il y a une augmentation, on est passé de 71 milliards à 92 milliards, et ça continue. Je pense que M. Loda parlera des chantiers de Catana tout à l'heure. Il y avait un projet d'une 2e usine en 2019, à savoir où ça en est, bien entendu. Les 3 grandes régions, ben, vous allez être étonnés, il n'y a pas l'Occitanie. Sur les 3 grandes régions qui profitent de la croissance bleue, c'est la région de PACA, qui représente 30% des emplois, suivi de la Nouvelle-Aquitaine, de la Bretagne, pardon, excusez-moi, et ensuite la Nouvelle-Aquitaine, et l'Occitanie, c'est seulement 6% des emplois. Et nous, vous avez compris, c'est tourné essentiellement sur le tourisme. Il n'y a pas le côté industriel, hormis, j'insiste, à Canet, peut-être le Barcarès, je ne me trompe pas, ils sont en train de développer aussi un petit peu, mais le pôle du département, c'est Canet. On va parler quand même des structures que nous avons pour tout ce qui est nautisme industriel. On a Catana, bien entendu, qui fait quand même 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une grosse structure pour nous, bien entendu. Ecocata, Windelo, ce sont des structures justement qui font de la production sur le sol du pays catalan. Et on a une filière donc via le lycée Rosa Luxembourg qui propose des filières jusqu'au bac, du CAP jusqu'au bac, dans tout ce qui est formation dans le maritime. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue. Elle a des questions pour vous. Bonjour. Donc, Monsieur Lodin, en 2019, Catana avait un projet de créer une nouvelle usine sur Canet, comme l'a remarqué mon collègue. Où en est le projet actuellement? Alors, bon, Catana, vous l'avez rappelé, hein, c'est le 3e constructeur mondial de catamarans, qui est implanté historiquement à Canet depuis de très nombreuses années sur le pôle nautique. Pôle nautique qui aujourd'hui est une référence internationale, hein, dans le monde du catamaran, pas que pour la construction, mais aussi pour tout ce qui est restructuration, rénovation et refit. Voilà. Donc Catana avait un projet d'expansion, compte tenu du nombre de bateaux vendus, et Catana a développé plusieurs lignes de production à Canet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme 2e usine, c'est plutôt combien y a-t-il de lignes de production et à quoi servent-elles. Catana, il y avait 2 lignes de production sur Canet. Aujourd'hui, il y en a 4. Voilà. Et pour construire quel type de bateau? Des Catana, mais aussi des Bali. Et c'est notamment cette référence, hein, Bali, qui a connu un succès planétaire. J'étais avec Olivier Poncin il y a 2 jours, on en discutait, et c'est à peu près 120 bateaux construits chaque année. Voilà. Donc il a adapté son process industriel pour pouvoir répondre à cette demande. Et il a un ancrage très fort dans notre département parce que effectivement tout ce qui est lié à la construction se situe à Canet, mais tout ce qui est lié à la menuiserie, aujourd'hui, il l'a installé à Rivesaltes. Donc pour dire que c'est une entreprise qui est fortement ancrée dans notre territoire. Et Catana, aujourd'hui, dans les PO, c'est à peu près 500 emplois.
le groupe Katana, c'est à peu près 850 emplois. Juste par rapport à ce que vous dites, M. Loda, il y avait ils ont racheté Magic Yacht, qui était une entreprise qui était présente en Tunisie. C'est bien ça ou... Alors, c'est pas tout à fait fait. D'accord. Mais c'est parce que là, vous nous avez expliqué donc il y a une augmentation au niveau de. Donc, ils ont augmenté. Alors, pas une usine, mais des unités de production, ils sont passés à 4. Donc, il n'y aura pas de délocalisation en Tunisie, comme ça peut se dire, etc. Alors, Voilà, si vous le savez. non, non, c'est un sujet qui est en discussion entre Katana et Magic Yacht. Ouais. Il est vrai que la situation de crise sanitaire qui est la nôtre a amené des industriels de manière générale à revoir leur plan de production à l'étranger. Bon, là, j'ai cru comprendre qu'effectivement, c'était le cas. Ça n'impactera pas quand même Canet. Non, non, ça n'impactera pas Canet. Ce que je disais, j'ai insisté sur le fait de l'ancrage territorial de Canet de Katana dans notre département. Et le fait que M. Poncin décide de fabriquer toutes ces menuiseries dans notre département, c'est un signe fort. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui est facilement délocalisable. Et il ne l'a pas fait. Donc, j'insiste, mais Katana, c'est vraiment aujourd'hui une entreprise du département. Et d'ailleurs, si on revient à l'origine, on remonte à l'origine de la société est née au Sable d'Olonne. Voilà. Et aujourd'hui, au Sable d'Olonne, il y a une petite unité de production. L'essentiel est concentré sur Canet. Deuxième question, et là c'est Grégory Marty qui est la cible. Tu dois répondre. Bonjour. Monsieur le maire, où en est le projet de troisième quai? Ça nécessite... Est-ce qu'il y a une nécessité de ce troisième quai? D'accord. Alors le projet du troisième quai, c'est un projet qui date depuis 1995, si je me souviens bien, donc ça date pas d'hier. Où ça en est aujourd'hui, toujours pareil. Je crois qu'il n'y a plus aucun frein à ce qu'il se fasse, mais il faut savoir que Port-Vendre a quand même la complexité d'un paysage géopolitique particulier. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je suis maire d'une partie de la commune, mais tout ce qui est activité portuaire, tout ce qui est la zone du port en fait, est sous compétence du conseil départemental. Donc, il y a une interface ville-port dans laquelle nous échangeons et nous essayons de porter des projets communs, mais c'est surtout sur l'amélioration urbaine et le développement, tout ce qui est lié à la propreté, à la sécurité, etc. Mais sur l'exploitation en elle-même de l'activité portuaire, c'est une compétence départementale avec une concession donnée à la CCI qui se terminera en 2022. Donc, où en est le troisième quai? Aujourd'hui, il y a eu plusieurs recours d'associations écologistes. Je sais que ces associations ont été déboutées. Donc, on est arrivé au bout du bout. Aujourd'hui, rien n'empêche le conseil départemental de lancer les travaux. Pour l'instant, ce n'est toujours pas lancé. Ensuite, la nécessité ou pas... il faudrait que j'ai beaucoup plus d'éléments en main pour pouvoir me prononcer de manière catégorique si oui il le faut ou non. Ce que je sais, c'est que les futurs bateaux de commerce sont amenés à être beaucoup plus grands. Est-ce que la taille de ces futurs bateaux, est-ce que ces bateaux pourront rentrer dans le port? Apparemment oui. Est-ce que ces bateaux pourront se mettre sur les quais existants? Ça, je ne sais pas. La question est apparemment non. D'où la nécessité de construire peut-être un troisième quai. Il y a aussi une reconversion. Il faut penser à la reconversion de ce port. On doit aller vers un port propre aujourd'hui, vers un port plus propre, pour pouvoir brancher au niveau des quais, que les bateaux puissent justement équiper leur groupe électrique. Donc, s'il le faut ou s'il ne le faut pas, ce troisième quai, j'aimerais bien, moi, être vraiment dans les études. Mais une chose est sûre, c'est que l'activité commerce qui est prédominante dans ce port, il faut faire le maximum pour le conserver. Parce que c'est une source d'emploi sur la commune. Même si aujourd'hui, l'activité a muté, c'est-à-dire qu'au niveau du tonnage, on est à peu près pareil. Il y a une moyenne de 200 000 tonnes de bananes par an qui sont déchargées à Port-Vendre. Mais
il y a beaucoup moins d'emplois qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que j'ai été docker. Moi, à 17 ans, j'étais déjà sur les quais. Mon père était docker professionnel. On recevait ces bateaux, c'était que du vrac dans les cales. Donc, on montait toutes les palettes à la main. Ensuite est arrivé les bateaux palettisés, où là, déjà, il fallait moins de main-d'œuvre, puisqu'on ne faisait que sortir les palettes. Et aujourd'hui, la quasi-totalité arrive par container. Donc, ce sont directement X palettes dans ces containers que l'on sort. Donc, il y a aussi essayer certainement de réfléchir à comment développer d'autres activités autour de ce port. Et on est en plein sujet. Parce que aujourd'hui, il n'y a qu'un opérateur qui intervient sur ce port. D'accord? Il n'y a qu'un opérateur, donc il n'y a qu'un marché, celui des bananes. Est-ce qu'on peut accueillir plus? Alors, au niveau sans avoir à faire le 3e quai. Sans avoir à faire le 3e quai, ça risque d'être un peu compliqué aussi, parce qu'il faut quand même une sacrée place pour pouvoir stocker tous ces containers qui arrivent chaque semaine. Hein, parce que chaque semaine, il y a la rotation. Maintenant, il faut se poser la question aussi sur comment pérenniser aussi une activité. Parce que moi qui suis un ancien chef d'entreprise, je trouve que c'est un peu dangereux d'être lié sur un seul contrat. Parce que aujourd'hui, les compétences des dockers de Port-Vendres et surtout les prestations qu'apportent les dockers, c'est un peu de l'artisanat. Les bateaux qui déchargent à Port-Vendres, je ne pense pas que dans d'autres ports, ils puissent retrouver cette qualité. Parce que vraiment, je considérerais ça comme de l'artisanat. Donc c'est quand même un atout fort. Mais ceci dit, est-ce que ça suffira pour pérenniser encore pour 20 ans ou 30 ans ce marché de bananes? Moi, j'ai toujours préféré avoir plusieurs œufs dans plusieurs paniers que les mettre tous dans le même panier. Donc, et par rapport à ce que vous dites en 2022, la fin de la concession, le conseil départemental reprendrait ou vous avez des infos? Pas du tout. Non, à la fin de la concession, le conseil départemental n'a pas vocation, je ne pense pas, à reprendre lui-même l'exploitation. Une nouvelle concession serait relancée. D'accord. Là, avec l'appel à concurrence. Alors, ça sera peut-être le moment aussi d'ouvrir et d'avoir une nouvelle vision et de faire des partenariats publics-privés. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait amener un partenaire avec une nouvelle vision, pourquoi pas en s'associant avec la CCI qui exploite historiquement le port. Bon, tout est ouvert et il y a toute une multitude, mais c'est des questions qu'il faut se poser et sur lesquelles il faut travailler. Et surtout, je pense que c'est un sujet qui ne doit pas diviser. Et c'est un sujet qui ne doit pas être clivant. Parce que, comme disait Stéphane, à travers Katana, qui a une empreinte quand même locale, puisqu'il exploite jusqu'à Rivesaltes, le port de Port-Vendres, quand même, toute cette marchandise qui arrive, je crois que ça représente un tiers du marché de Saint-Charles, hein, tout le marché de bananes. Donc il y a aussi une forte attractivité sur le territoire économique du port de Port-Vendres. Alors, on a présenté les deux territoires, donc un côte sableuse et l'autre côte rocheuse. Est-ce qu'il y a possibilité que, entre guillemets, les deux travaillent ensemble? Et que, par exemple, est-ce qu'il serait intéressant pour un désenclavement, alors c'est plus pour lui hein, que pour toi, parce que toi... Mais j'allais poser une question. Oui. J'ai trouvé le propos de Grégory très intéressant. Ouais. Et je voulais m'adresser directement... Mais vas-y, fais comme chez toi. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une filière à développer qui est liée au tourisme, mais qui est celle de la croisière? Parce que là, on a une complémentarité je dirais, sur notre territoire qui est complète. Et Port-Vendres est le seul port qui peut accueillir des bateaux de croisière. Mais on n'a pas cette capacité. Hein. Donc, justement, est-ce que là, on n'a pas un travail à réaliser? Ah oui, il reçoit les touristes chez toi, Grégory, et toi, tu les accueilles à Canet, et même nous à Perpignan. Non. C'est toi qui payes les bus. Non, c'est pas comme ça que je vois. Il faut imaginer le port comme une porte d'entrée. Voilà. C'est une porte d'entrée touristique, comme peut l'être un aéroport, une gare, etc. Bon. Et à partir de cette porte d'entrée, il faut irradier tout le territoire. Moi, je ne dis pas qu'ils doivent venir forcément à Canet. Oui, non, mais quant à faire, écoute. Hein. Non, mais dans leur parcours, s'ils doivent s'arrêter à Canet, tant mieux. Mais je pense que ça doit être
réciproque, c'est-à-dire que la personne qui va arriver à Canet, il faut qu'elle aille à Port-Vendres. Oui, enfin, il faudrait une communication globale sur le territoire qui n'est pas faite, c'est ce que tu sous-entends, sinon tu poserais pas la Qui question. n'est pas suffisamment abouti. Voilà. Tout à fait. Il y a une collaboration des maires, justement, de la côte ou pas du tout? Eh ben, aujourd'hui, sur le plan du tourisme, pas véritablement. Ouais, voilà. Il y a des réunions organisées, j'imagine, par l'Agence de développement touristique, mais c'est assez... on ne voit pas très bien la ligne directrice. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y aurait peut-être intérêt que nous nous rencontrions pour en discuter, à travers les intercos, parce qu'aujourd'hui, la compétence tourisme, en tous les cas au niveau de la communauté urbaine, elle est assumée pour grande partie par l'établissement de coopération intercommunale. Bon. Nous, du Barcarès jusqu'à Calais, on se voit régulièrement pour en parler. Mais effectivement, on devrait être peut-être cette locomotive pour développer... Barcarès, c'est Robert. Exactement, tout le littoral roussillonnais. Est-ce que la loi NOTRe vous a pénalisé, en fait, en tant que maire, pour justement développer des choses en général? Alors, moi, personnellement, je suis élu depuis 8 mois. Non, mais pour revenir quand même à ce que disait Stéphane... Mais on reprendra la loi NOTRe quand même, parce que j'y tiens. Il a tout à fait raison. Port-Vendres est une porte d'entrée du département. C'est le seul port en eau profonde capable d'accueillir ce genre de structure. Il y a eu un sacré coup de frein à main aussi à cause du Covid, parce qu'il y avait quand même une petite activité aussi au niveau des croisières. Bien sûr qu'on peut développer, bien sûr qu'on peut porter une vision de territoire, mais encore une fois, nous, la compétence tourisme, c'est une compétence intercommunale. Donc, on y siège, bien sûr, en œuvre, mais au niveau de la croisière, c'est aussi une compétence du conseil départemental à travers l'ADT, l'agence de développement touristique, qui s'occupe justement de cette partie-là. On n'a pas des bateaux qui passent une nuit à Port-Vendres. Ils viennent en rade, souvent ils se mettent en rade face à Collioure, face à la baie de Collioure, et des navettes régulières vont chercher les passagers et les amènent. Il y a des excursions qui sont organisées sur Perpignan ou sur Céré, et puis en fin de journée, le bateau repart. C'est très intéressant ce que dit Stéphane, parce que oui, il y a peut-être une offre à apporter, et de se mettre d'accord avec les tours opérateurs et les compagnies de croisière pour pouvoir développer un peu plus l'activité, et peut-être leur proposer, essayer d'avoir des nuitées de bateaux. La CCI s'y est mis dessus aussi, puisque très dernièrement, ils sont en train de créer un club croisière et un club yachting, justement pour représenter le département et Port-Vendres et la Côte-Vermeille, puisque, encore une fois, c'est le seul port qui puisse accueillir ce genre de bateau, dans les salons de croisière pour proposer des offres et pour pouvoir développer cette activité. Ensuite, concernant la loi NOTRe, j'ai pas eu l'occasion de... Oui, non, mais avant, je pense que Stéphane, t'en as mangé de la loi NOTRe, si j'ose dire. Alors, ouais. Parce que ça a été vraiment ce qui aurait dû fluidifier l'activité. À chaque fois, le principe d'une loi. Comme les grandes régions, quoi. Que ce soit la loi MAPTAM, chaque fois on nous la sert comme étant des lois visant à faciliter le fonctionnement du millefeuille administratif français, et au final, ça aboutit au contraire. Toutes ces lois ont qu'un seul objectif, c'est de supprimer le lien qui existe de proximité avec les citoyens. Voilà. À chaque fois, on veut remonter à l'échelle supérieure. Parce que c'était pour donner plus de pouvoir à l'agglo à l'interco et à l'interco pour ce qui vous concerne. Tout à fait. Et ça veut dire donner moins de pouvoir au maire, alors que le lien primordial, c'est justement ce lien de proximité qui existe entre le maire et le citoyen. Pourquoi ? Parce qu'on est efficace, parce qu'on est réactif. Quand vous passez dans une superstructure, vous connaissez les réseaux de décision avant que la décision soit prise, mais il se passe 6 mois. Donc, ce n'est pas viable pour la personne qui est sur le terrain, pour l'usager, pour le citoyen. On a vraiment besoin d'un truc, quoi. Oui. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est la loi engagement et proximité, qui, elle, est venue justement contrecarrer un petit peu ce phénomène de concentration. Voilà. Et elle permet de redonner aux communes
des compétences qui sont normalement exercées par le PCI. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que veut dire l'acronyme? Parce que tout le monde n'a pas fait d'urbanisme. Le PCI, c'est un établissement public de coopération. Voilà. Très bien, non, mais je suis au courant, c'est pas pour moi, c'est pour... J'ai pas envie de faire le démoulage après, etc. Non, mais là, c'est intéressant parce que cette loi nous permet de le faire par le biais d'un pacte de gouvernance qui est d'ailleurs à l'étude au sein de la communauté urbaine. Alors, quel poids peuvent avoir deux maires si, par exemple, ils décident de bosser ensemble pour... On a eu une discussion ce matin avec Joanne, par exemple, sur... le collège, le lycée Rosa Luxembourg. Alors c'est pas tant sur la spartakiste qu'on a parlé, mais sur le fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il regrettait que dans l'enseignement, il n'y a pas des trucs pratiques. Il n'y a que de l'enseignement théorique, essentiellement. On va en parler. Pas à Canet. Ah. Pas à Canet, puisque c'est un lycée qui est à la fois général, mais à la fois technique. Bon. Et aujourd'hui, parce que tout à l'heure, vous avez dit jusqu'au bac, non. Jusqu'à Bac plus 2, il y a des diplômes universitaires qui aujourd'hui sont dispensés au sein du lycée. C'est un BTS, ce sont des BTS, des IUP BTS, il y a même licence pro dans le négoce de la plaisance et du nautisme. Après, c'est sellerie, plasturgie. Plasturgie, ça va jusqu'au BTS. Il y a de la formation en alternance. Après, il y a de l'apprentissage. Non, il y a vraiment, justement, c'est ce qui fait la qualité et la richesse de ce lycée, et il n'y en a que deux en France, les Sables d'Olonne et Canet, c'est d'avoir ce fort potentiel technique qui en plus répond à un besoin du monde économique, et du monde économique qui se situe juste de l'autre côté du port. Est-ce qu'il c'est pas bon de rajouter un échelon avec l'université pour aller plus loin? Alors c'est notre volonté. Parce que là, il y a eu une nouvelle élection, on a un nouveau président qui est chaud patate, il veut remettre la médecine aussi. J'étais avec lui mercredi, et l'actrice d'académie et le préfet. Et bon, je l'ai rencontré, il connaît notre volonté sur Canet. Nous, on veut l'université à Canet. On veut créer un pôle savoir à Canet. Et bien sûr, un pôle savoir qui est orienté vers les métiers de la mer. Bon. Alors les métiers de la mer, parce que est-ce qu'on va au-delà de la plaisance, du tourisme? Parce que moi je suis sur la recherche. J'ai vu 20 milieux sous les mers, donc moi ce que je veux c'est ce qu'avait évoqué Mélenchon dans son programme des présidentielles. Quand est-ce qu'il y aura des maisons sous-marines, un lotissement sous-marin en bas de chez vous, quoi? Non, j'exagère, mais... Non, mais c'est une volonté d'avoir l'université. Pourquoi? D'abord, d'avoir des étudiants dans une ville, c'est toujours bien. Aujourd'hui, nous en avons 200. Au mois de septembre prochain, ça sera 400. Et ça va aller en progressant. Bon. Pourquoi c'est bien? C'est parce qu'aujourd'hui, on doit déjà réfléchir au nautisme du futur. Voilà. Nautisme du futur, comme l'a dit tout à l'heure Grégory, ça veut dire quoi? Ça veut dire être plus écologique. Ça veut dire réfléchir à la transition énergétique. Voilà. Et ça veut dire au respect de la biodiversité, justement, de ce monde marin qui doit être protégé. Bon. Et là, les universitaires ont véritablement un rôle important à jouer. Et quand je dis ça, je prends un exemple, mais sur Canet, il y a des gens qui réfléchissent à la propulsion des bateaux à moteur. Voilà, on est dans l'électrique. Oui. Bon, voilà, il y a l'électrique, il y a l'hydrogène, qui est un sujet qui est très intéressant. Ensuite. Puis là, on peut remplir d'eau, faire une électrolyse. Non, pas directement, mais bon. Il faut de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie, mais effectivement, l'électrolyse, ça va bien. Ensuite, les matériaux composites. Jusqu'à présent, c'est de la fibre de verre. Bon, fibre de verre, difficile ensuite à retraiter. Aujourd'hui, au sein du lycée, et avec justement un labo de l'université, c'est des composants organiques. C'est de l'algue. C'est de l'algue. On est en train de réfléchir à construire des bateaux avec des algues. C'est quand même fabuleux, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est grâce aux chercheurs qu'on peut le faire. Et ensuite, il y a un troisième enjeu, c'est le refit. Je parle beaucoup du refit des bateaux, parce que tous les ans, il faut les décaper et repeindre. Et jusqu'à présent, c'était avec des peintures polluantes. Bon, aujourd'hui, on va vers des procédés qui sont beaucoup plus écologiques, qui ne sont plus des peintures, mais ce sont des films de protection. Ça dure plus longtemps, c'est plus cher, mais ça dure plus longtemps. Donc, des fois, investir un peu plus cher, plus vite, on est vacciné plus rapidement. Non, rien à voir.
Non, mais c'est intéressant d'avoir ces chercheurs sur site, parce que ces chercheurs vont pouvoir accompagner les entreprises qui sont sur le pôle nautique pour développer justement tous ces procédés. Alors, je viens sur Grégory, pas tant sur l'université. L'activité a baissé parce que traditionnellement, il s'est passé des choses. Comment revisiter et recréer de l'emploi à Port-Vendre, parce que c'est pas moi, c'est Johan, il disait que la population était en baisse depuis un certain temps. Toi, tu viens d'arriver, on peut pas tout te mettre sur le dos, mais pas trop. Donc voilà. Et donc, pour faire revenir, soit il faut être Saint-Tropez pour que mon égocentrisme fasse que, comme à Collioure, je dis, je vis à Collioure, et j'ai une isba sur la mer Noire, traditionnellement. Est-ce que ça peut être la culture qui peut être une économie pour relancer la ville, par exemple? Je dis pas ça parce que je connais Monica. Non, bon, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Mais déjà, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, il faut savoir pourquoi on a perdu en démographie. On en parlait tout à l'heure avec Johan, en 20 ans, on a perdu à peu près 2000 habitants sur Port-Vendre. Mais je regarde un peu tous les copains sur la Côte Vermeille, tout le monde a perdu un peu en démographie. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la particularité de la Côte Vermeille, c'est qu'on ne peut pas grignoter dans la montagne et on ne peut pas construire jusqu'à la Madeloque, c'est pas possible. Ah bon? Donc, on était quand même assez limité au niveau des développements urbains. Donc aujourd'hui, je pense que l'ensemble des communes de la Côte Vermeille, et c'est très bien, n'ont pas vocation non plus à étendre l'urbanisation. Donc il va y avoir aussi des actions à mener plutôt sur la revitalisation des centres anciens et la rénovation. C'est pour ça que nous avons candidaté et nous avons obtenu de pouvoir s'inscrire dans ce programme gouvernemental qui est Petite Ville de demain, pour essayer de donner des solutions justement à ces problématiques. Donc la première des choses, c'est que tous nos gamins sont partis en plaine, des étendues comme par exemple la commune de Canet ou d'Argelès ou Saint-Cyprien ou je sais pas moi, Saint-André, tout ce qui était en plaine avait quand même beaucoup plus de potentiel foncier et ont permis aussi à beaucoup de jeunes de devenir propriétaires, et c'est très bien. Mais ça a été au détriment des communes comme celle de Cerbère ou Port-Vendre ou Collioure ou Bagnous. Quoique Bagnous a un territoire quand même assez étendu, il lui restait encore un petit peu de foncier. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est le travail. À partir du moment où il n'y a plus de travail, où il y a beaucoup moins d'économie, les jeunes actifs ou les actifs s'en vont. Ils s'en vont là où ils pourront trouver... Je connais une taxi qui est traditionnellement de Port-Vendre, dont le grand-père était pêcheur, le père était pêcheur, et elle, quand elle est devenue grande, on va dire, elle est devenue taxi parce qu'il n'y avait rien à Port-Vendre. Prenons l'activité pêche. Il y a, je sais pas, 25 ans ou 30 ans, Port-Vendre, c'était une douzaine de chalutiers, une quinzaine de lamparos, une moyenne de 10 membres par équipage. Bon, je te laisse faire le calcul. Déjà, combien d'emplois ça représentait et combien de familles, du coup, étaient fixées là. Surtout qu'à cette époque-là, on payait les marins chaque fin de semaine. Pour la plupart du temps, c'était des espèces qu'on leur versait le vendredi. Donc, il y avait une activité. Donc, ils n'allaient pas le dépenser au Delaware. Mais voilà, c'était tout ça. Les mutations aussi, comme je disais tout à l'heure, sur les réceptions de marchandises au niveau des dockers. J'ai connu, moi, l'activité où il y avait 2-3 bateaux par semaine. Est-ce que c'est à nouveau possible de refaire le pari de la pêche à Port-Vendre? Le pari de la pêche aujourd'hui... Ou c'est les Tunisiens qui font mieux? Non, mais Ricardo, la spécialisation, tout ça. Le pari de la pêche, aujourd'hui, il a changé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte aussi, notamment la ressource. Il y a plus de plastique en Méditerranée que de poissons. Ouais, et puis la préservation de la ressource, quoi. À cette époque-là, c'est vrai que les chalutiers ont peut-être fait beaucoup de dégâts. Mais depuis le temps et les mesures qui ont été prises... C'est la taille des filets qui... Voilà, c'est une activité qui a quasiment disparu, puisque comme on le disait tout à l'heure... Il en reste qu'un. Il en reste qu'un. C'est le Highlander, voilà. Non, et une fois qu'il aura fini, qu'il n'aura plus l'âge... Oui, puis il n'y aura plus, oui, il n'y aura plus. La criée, du coup, a fermé, parce que la criée...
les emplois Elle est à Port-la-Nouvelle. Et oui, les emplois indirects, ça représentait aussi un certain nombre. Aujourd'hui, un port comme celui de Port-Vendre peut être et doit être le moteur pour redynamiser aussi l'ensemble, par exemple, de la Côte Vermeille. Je vais rester sur le secteur, hein, puisque Canet, vous avez vu les nombres d'atouts qu'a Stéphane, c'est quand même merveilleux de pouvoir se... Ouais, alors c'est facile de réussir, excuse-moi. Non, le challenge est très compliqué, parce que la compétition est beaucoup plus dure, là, puisqu'il n'y a pas que Stéphane, je pense, qui a tant d'ambition pour sa commune. Et donc, l'état du port de Port-Vendre aujourd'hui nécessite vraiment une réelle réflexion et vers quoi on se dirige. L'économie bleue, peut-être créer un pôle d'économie bleue, justement, c'est une des solutions. C'est quoi l'économie bleue? On se doute qu'il y a de la flotte pas loin, mais... L'économie bleue, c'est tout ce qui est sur les études sur la préservation des ressources, sur moins de plastique, j'ai fait la connaissance d'une entreprise Comestic Blue. Il fabrique du maquillage à base de matières marines, etc. D'accord. Il y a tout un pôle. On peut très bien créer aussi un lien, comme tu disais, alors c'est géré à Paris, mais on a quand même le CNRS, le laboratoire Arago à Bagnous, qui n'est pas très loin. Bien sûr que l'écologie est un axe. Et toi, les fermes à thon, tu y crois pas? Les fermes à thon, non, c'est un clin d'œil. Ouais. S'ils m'entendent, ben non, je peux plus. Et ensuite, si me parlais la culture, oui, Oui. la culture peut être aussi un axe de développement économique. Parce que en parc urbanistique et historique, vous avez des choses magnifiques. Par exemple, nous, on a répondu, il y a eu un appel à projet lancé par la région qui était les sirènes. Et du coup, on va accueillir normalement sur Port-Vendre, du moins on a candidaté pour accueillir des balises. Quand tu mets la tête dedans, tu entends, ça s'appelle le chant des sirènes, tu entends les bruits des fonds marins, etc. D'accord. Alors, à travers une attraction comme celle-ci, eh ben, c'est de sensibiliser aussi le plus grand nombre après sur le monde marin. Donc à travers la culture peut découler des conférences, des sensibilisations justement sur différents thèmes. Il peut y avoir tout un pôle comme ça. Port-Vendre peut représenter dans le futur, je pense, aussi l'économie bleue qu'on appelle. C'est vert mais avec de la flotte en fait. Et à tous les atouts et géographiques et même le potentiel humain et logistique pour pouvoir développer cet axe-là. Mais l'écologie, c'est sûr que peut créer beaucoup d'emplois. Alors, là, je vous ai tous les deux, et des classes vertes pour apprendre à naviguer. Parce que, en fait, la plupart des gens posent leur cul sur le sable, et ils respecteraient plus la mer s'ils apprenaient à naviguer. Moi, je parle plus de voile, parce que si c'est pour y aller avec un Panzer version flottant, c'est pas la peine. Mais plus de voile, plus de classes vertes de voile chez vous. Parce que la navigation est pas la même chez toi à Canet, bord de mer, que bord de roche. Alors, oui. Alors, parce qu'il y a l'UTI, c'est à Saint-Cyprien, pour le coup. D'abord, moi je crois de moins en moins au touriste qui va venir et qui va poser sa serviette sur la plage. C'est un atout. Il viendra pour le soleil, pour la plage et pour la mer. Mais ça ne suffit plus parce que le touriste veut vivre des expériences. Bon. Et clairement, nous devons lui proposer ces expériences, parce que tu parlais tout à l'heure de compétition entre les territoires. Moi, je ne crois pas tellement qu'on soit en compétition. Non, vous deux, bon, tout enfin. Mais par contre, on est en compétition avec d'autres territoires sur le pourtour méditerranéen. Et donc, nous devons être attractifs et nous démarquer par rapport aux autres. Bon, en proposant ces expériences, justement, on va se démarquer. Parmi ces expériences, il y a justement ce que tu disais, ça peut être la navigation. Alors la navigation, quel que soit le type de bateau, en général, c'est pas vraiment les gros bateaux à moteur, ça se fait de moins en moins. Mais si je prends l'exemple de Canet, on a Navivoile qui rencontre un succès très, très fort depuis de nombreuses années. Et l'intérêt de Navivoile, c'est que c'est de la voile, mais on découvre le monde marin. On découvre le monde marin, on va voir la oui, ce qui est évident en Bretagne. Exactement. Donc là, il le fait, mais il le fait jusqu'à Port-Vendre, justement. Donc ça a cet intérêt. Ensuite, sur la découverte de la navigation, on a une école de voile très, très importante. Je pense que c'est la plus importante aujourd'hui
du département qui organise des stages. L'UTSIS ou autre chose? C'est autre chose. C'est la D'accord. Fédération française de voile qui est installée sur Canet. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que Canet a été retenu comme centre de préparation olympique sur la voile. On a Mackenzie, l'ancien navigateur de Tour du Monde, qui habite le département, qui est australien, mais qui habite le département, à Pézia exactement, mais qui est un des responsables de l'école. Pézia plage, bien sûr. Pézia plage, bien sûr, la future marina du département, Ouais. mais qui est responsable de l'école de voile de Canet. Et effectivement, là, il y a un axe très fort de pédagogie, mais alors celui-là, c'est vraiment plus les enfants. Moins les adultes, mais plus les enfants. Mais effectivement, il faut faire découvrir le monde marin et son environnement. Parce qu'on n'a pas parlé des lagunes, mais on pourrait parler des lagunes. Voilà. Moi, je connais celle de Venise, à part ça. Oui, lagunes naturelles. Ah oui. Voilà. Oui, ils ont un peu travaillé, c'est Ils ont vrai. un peu travaillé au cours des siècles. Non, mais si je prends l'étang de Canet-Saint-Nazaire, là, ça fait partie également de la découverte de la faune, d'un espace remarquable. Bon. Et on a déjà le village des pêcheurs. Mais bon, aujourd'hui, je pense que c'est trop restreint. Voilà. Et surtout, ça montre qu'une facette de l'étang et pas sa globalité. Et sa globalité, on va justement la faire découvrir par d'abord une maison de la nature, que nous allons créer sur Canet, où on va raconter une histoire pédagogique, scientifique. Et ensuite, une fois qu'on aura raconté cette histoire, on ira la faire vivre, parce qu'on va créer des sentiers de découverte, justement, de cette lagune qui est remarquable et qui accueille des espèces qui sont fabuleuses et très rares. Juste, je voudrais rebondir par rapport à Oui, rebondis, fais ton ballon. Tout à l'heure sur la filière, donc via Rosa Luxembourg, que ce soit Katana, Windelo, ils embauchent. Je veux dire, il y a plein d'articles qui le démontrent, etc. Et je crois que la personne qui s'occupe du recrutement chez Windelo, c'est Mme Kaufmann, peut-être. Alors, le patron de la société, c'est Olivier Kaufmann. Ouais, donc ça doit être sa compagne, c'est ça. Il s'occupe justement du recrutement. Comment vous expliquer, malgré cette filière? Alors, il y a beaucoup de postes aussi. C'est plus que pas plus de. C'est pour ça que quand j'ai entendu que vous allez travailler à l'université, j'applaudis. Franchement, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de postes, ils sont obligés d'aller débaucher. Et même pour des postes de menuisier agenceur, que c'est un CAP. Comment vous l'expliquez? Voilà. C'est juste une question. Bah, mais c'est à l'image de notre système éducatif, où on oriente les jeunes vers les filières générales et pas vers les filières techniques. Est-ce qu'on ne pourrait pas communiquer sur cette filière technique, par exemple? C'est toute la problématique. La filière technique, c'est pas tant de communiquer dessus, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'au niveau de l'État, au niveau de l'éducation nationale, ils mettent plus de moyens sur le technique que sur le général. C'est qu'une question de. Vous ne pouvez pas moyens. compenser en tant qu'élu, le maire, par exemple, faire une communication classique, je veux dire, même sur des supports. Moi, ce que je peux demander, ce que je peux faire, c'est de proposer à l'éducation nationale, mais avec le soutien de la région, parce que c'est quand même la région aussi dans les filières d'enseignement qui intervient beaucoup, c'est sa compétence. Moi, ce que je peux faire, c'est mettre à disposition des espaces pour pouvoir accueillir des classes. Bon, c'est justement ce qu'on va faire, puisque aujourd'hui, face au lycée, vous avez la maison de retraite. Bon, on va construire une nouvelle maison de retraite. Ça veut dire que ce bâtiment, qui appartient à la ville, ce bâtiment va être disponible. Bon, notre projet, c'est les 2 premiers étages, y installer les salles de cours, les labos, des Fab Labs, et des lieux, des tiers-lieux, des lieux de rencontre entre le monde économique, donc les industriels, les chefs d'entreprise, et les étudiants, mais aussi les universitaires. Et au-dessus, on a 3 étages pour aménager des chambres, des chambres pour les étudiants. Et à côté de ça, construire une grande médiathèque, mais c'est pas vraiment une médiathèque, parce qu'on va au-delà. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le pôle savoir. Et là, entre le lycée, ce bâtiment où on va proposer des salles de classe, et puis un lieu d'apprentissage à côté, on offre la capacité à développer de nouveaux cours. Mais ces cours ne peuvent être validés que par l'éducation nationale et la région. Alors je sais que vous n'avez pas la compétence en tant que maire. Après, j'arrêterai sur ça. Oui, non, c'est bon. Vraiment, je suis d'accord avec vous, il faut revaloriser ces métiers. On a voulu faire que du tertiaire pour tout le monde. C'est faux. On le regrette aujourd'hui de ne pas avoir d'industrie. Il faut que vous, en tant que maire, je sais que ce n'est pas votre compétence, c'est la région, le lycée, etc. Et donc l'éducation nationale, vraiment un lobby d'appuyer, quoi. Non, mais alors, vous voyez ce que je veux dire? Je vais apporter des réponses. D'abord, c'est ce que je fais depuis que je suis élu.
Super. Je le faisais même déjà avant, puisque j'étais directeur de cabinet de Bernard Dupont. Et c'était déjà une orientation. Je suis intervenu auprès du président de l'université. Je crois même que c'est un des premiers que j'ai rencontré pour parler du projet qui était le nôtre. J'ai rencontré la rectrice d'académie et le préfet mercredi matin. Ils m'ont envoyé des signaux qui sont très favorables. Bon, je le dis, mais elle a inscrit Canet pour devenir le seul pôle d'excellence des métiers de la mer. Ça, c'est bien. En France, ça sera le seul. Ça veut dire, effectivement, ouvrir de nouvelles classes. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on va ouvrir de nouvelles classes dans les métiers, bien entendu, techniques, consacrés à la mer et au nautisme. Okay. Alors, Maria avait aussi une question, et là, c'est pour Grégory. Monsieur Marty, je voudrais revenir à cette question de la culture pour vendre. Je pense que cette ville a un énorme potentiel à développer. Peut-être vous le savez, mais l'université de Perpignan propose la formation en archéologie subaquatique. Et ces étudiants, ils ne sont pas nombreux, à peu près dizaines de personnes. Ils travaillent pour vendre. Ils se plongent à pour vendre. Ils ont élaboré la carte interactive avec les sites. Peut-être ce serait une bonne idée si la ville de Port-Ventre travaille avec ses étudiants avec cette filière pour développer, pour vulgariser l'archéologie subaquatique. Ça se fait déjà. Hein. Si vous voulez, la commune, depuis maintenant presque 25 ou 30 ans, est à un partenariat avec la RESMAR, puisque beaucoup de fouilles archéologiques ont été pratiquées dans le port et beaucoup de vestiges ont été remontés. Parce qu'il y a une fameuse galère qui est à l'entrée du port. Il y a cette fameuse galère. Mon père y a plongé. Voilà. D'ailleurs, on a des souvenirs, mais on ne devrait pas le dire. Que Port-Ventre est un port historique, puisque à l'époque des Phéniciennes déjà, ils venaient s'abriter, puisque c'était un port en eau profonde naturel. Et lorsque la tramontane souffle... Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, elle était là. Il avait déjà inventé la tramontane, c'est quand même formidable. Voilà, il venait se mettre à l'abri dans le port de Port-Ventre, qui n'était pas toujours Port-Ventre, puisque historiquement le port de Port-Ventre était le port de Collioure. Et c'est Vauban qui a scindé les deux, et même dans la vision de Vauban, il voulait que Collioure n'existe plus, et que, juste pour un stratège militaire, parce que Port-Ventre avait tous les atouts pour en faire un grand port militaire. Et finalement, à l'époque, ils ne l'ont pas laissé faire, et c'est très bien comme ça. Donc Port-Ventre est indépendante depuis 1823. Ce n'est pas parce qu'il n'aide pas l'armée qu'il faut en dégoûter les autres, Grégory, s'il te plaît. Et d'ailleurs, on va fêter le bicentenaire de notre ville dans 2 ans. Donc, nous avons un site sécurisé où nous archivons et nous conservons nos fouilles archéologiques. Et il est prévu dans un de nos programmes, qui est la réhabilitation de l'ensemble architectural de la place de l'Obélisque et de la caserne du Fer à Cheval, de créer un centre historique et une galerie d'exposition où là nous pourrions exposer nos fouilles archéologiques. Et donc l'université de Perpignan est souvent en lien avec l'employé, enfin Michel, qui fait partie de la RESMAR, mais qui est financé par la commune, et c'était une des conditions aussi pour pouvoir conserver sur site toutes ces fouilles. Donc déjà les étudiants de l'université sont en rapport avec Michel Salvat et ils travaillent ensemble. Et je pense qu'au niveau de vulgarisation, ça ne suffit pas. Par exemple, un touriste, parce que moi je suis à l'université de Perpignan en histoire de l'archéologie, c'est pourquoi je connais. Et quelqu'un qui est le vin au milieu, et un touriste par exemple, qui se promène, mais il n'a aucune idée. Oui. Parce qu'il a quelle richesse à cette ville de Port-Ventre, et c'est dommage. À travers notre projet justement de réhabilitation et de création de ce centre historique, à ce moment-là, nous pourrons, comme vous le dites, vulgariser, mais en tout cas sensibiliser et pouvoir informer le plus grand nombre. Puisqu'à l'intérieur de cet ensemble, nous avons aussi l'ambition de regrouper l'office de tourisme intercommunal, de créer des spectacles vivants, donc de créer aussi un vrai pôle culturel, puisqu'au-dessus de cette caserne du Fer à Cheval, dans notre dôme, nous avons installé aussi une microfolie. Donc Port-Ventre a candidaté et a été sélectionné pour accueillir une microfolie. La microfolie,
c'est un programme culturel porté par le ministère de la Culture et la Villette. C'est en gros effacer les inégalités territoriales et sociales qui donnent accès à la culture. Les plus grands musées s'invitent aujourd'hui sur la Côte Vermeille grâce à la microfolie, avec des visites de manière virtuelle, avec une partie Fab Lab aussi, et une partie de réalité virtuelle, avec cette vision où tu te balades. Où on peut visiter sans avoir à se noyer avec un scaphandre, etc. C'est un outil qui est formidable, c'est un outil qui est formidable parce que justement ça donne accès à toutes ces œuvres. Alors certes c'est du virtuel, mais quand même les gamins de Cerbère ou de Collioure ou de Port-Ventre ou Banyuls, peut-être que tous n'ont pas eu l'occasion d'aller au Louvre ou de pouvoir se rendre dans les grands musées. Et grâce à ça, ils vont pouvoir les découvrir. Et je veux rebondir parce que Stéphane a justement un très beau projet. Vraiment, avec. En tout cas, il le présente bien. Ouais. Et puis, non, mais c'est bien, c'est des nouvelles visions. Parce que j'y crois. J'y crois fortement. Hein. Il y croit. Non, notez, un politique qui croit. Il a la foi. Il a tous les atouts pour y arriver. Dans notre vision, nous, on serait plus tourné vers... on a un lycée hôtelier. Donc là aussi, c'est une compétence... Non, le lycée Christian Bourquin. C'est ça, le lycée Christian Bourquin. Quand tout à l'heure, tu me disais quel avenir de la pêche. La pêche, comme on l'a connue, ça ne reviendra pas. Mais je crois quand même assez fort au potentiel de la pêche artisanale, que sont les petits métiers. Et dans ma vision, et c'est un projet caché, mais c'est quelque chose que oui, là, maintenant, c'est raté, c'est plus caché. Voilà, ça sera plus caché. À la limite, il est cachère, mais pas plus. Hein. Ça serait de créer un village de pêcheurs, essayer de regrouper l'ensemble de ces petits métiers, et de créer à Port-Ventre, en partenariat avec le lycée hôtelier, une classe qui permettrait d'apprendre le poisson, la découpe, ce que c'est le poisson qu'on pêche sur nos côtes, comment le cuisiner, et ça pourrait aussi valoriser la pêche. Ça peut faire un lien avec l'école de sommellerie qui est en train de se créer à Bagnols. Alors sommellerie, c'est pas ce qu'on met en bas des chaussures, c'est bien d'apprendre le vin, non, parce que le mot peut tromper. Voilà, donc ça ferait le lien aussi avec l'activité viticole, qui est primordiale aussi sur le canton de la Côte Vermeille. Quand tu regardes mon paysage, oui, on parlera au passage de Reconquête, du camarade Potier, mais pas que, donc, sur la défense du cru Banyuls-Collioure. Voilà, donc si tu veux, c'est quelque chose aussi qui peut aider les vignerons et les viticulteurs à sortir aussi un petit peu de la tête de l'eau, parce qu'aujourd'hui, la viticulture sur la Côte Vermeille, il y a vraiment, comme la pêche, il y a une grosse... Il y a une remise en valeur. En fait, les gens ont perdu... Avant, c'était une évidence. Ça a tellement été une évidence pendant des années que les gens ont oublié à quel point on avait de la qualité ici. Ben aujourd'hui, sur ce terroir, on perd entre 30 et 50 hectares par an. On y fait quoi? Des topinambours, de la betterave? On essaye peut-être Non mais moi, je suis picard, alors la betterave, du vin de betterave, j'adore, je veux dire. Ou du cidre. Et c'est ce sur quoi nous travaillons là, avec la communauté des communes, avec la sous-préfecture, avec l'ensemble des 4 maires de la Côte Vermeille. C'est un sujet que nous sommes en train de prendre à bras le corps avec le syndicat du cru et aussi l'ami Potier de Reconquête pour essayer de relancer et de redonner un dynamisme à cette activité. Le problème numéro 1 de la viticulture aujourd'hui sur la Côte Vermeille, c'est que tu vas travailler 10 heures par jour et tu vas même pas gagner le SMIC. Oui. Donc de faire ça pour rien, ben, ça m'intéresse plus. C'est aussi une économie qui est en déclin et qui a contribué, comme la pêche, comme autre chose, qui a contribué à ce que aussi notre démographie baisse, puisque moins d'emplois, moins de travail. Hein. Donc il y a tout un lien. À travers la mer, on peut ce qu'on appelle le marimoni. Oui, la mer et la montagne. Oui, on a le droit de parler catalan. Ouais. Il n'y a pas d'imayosta. Il y a tout un lien aussi que nous pouvons créer à travers des projets comme celui-ci. On est parti loin. Hein, ouais. Maintenant, il va falloir rentrer. Là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Moi, je crois beaucoup dans les petits métiers de la pêche. Je prends Canet. On avait un pêcheur. Aujourd'hui, on en a 2.
sur l'étang, il y a toujours des pêcheurs. Mmh. Bon, on pensait que c'était des métiers en voie de disparition, et en fin de compte, non, c'est pas en voie de disparition, et au contraire, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors, métier difficile, ô combien difficile, mais quand même, métier qui apporte une satisfaction et puis des revenus. Voilà. Donc, c'est intéressant, et ce serait intéressant, effectivement, de travailler sur ce sujet, parce que je trouve que on parlait du vin, on parle de la pêche, c'est de l'authenticité. Et notre territoire doit aussi retrouver son authenticité. À chaque fois qu'on veut faire... Oui, c'est vrai qu'on a une identité particulière, enfin il paraît. Hein. C'est un atout pour notre territoire. Hein. Parce que tu as dû le remarquer, parce que quand les touristes sont là l'été et qu'ils voient démailler le poisson qui frétille encore des filets et le vendre direct à oui. c'est formidable. Et c'est ce que dit le mot, Stéphane. C'est de l'authenticité, c'est l'ADN de notre département. Parce qu'on a beau dire un steak haché qui frétille dans un filet, ça fait pas le même effet. Ça n'existe pas. Donc, et que oui. tout ça aussi, il faut que ça soit en lien avec le parc marin, qui œuvre grandement maintenant. Oui, alors ça c'est le conseil départemental pour le coup. Aussi, on en revient. Voilà. Alors c'est embêtant. Alors j'ai eu vent pour l'un et pour l'autre. Comme vous voulez pas être manchot, vous voulez donner plus de capacité à être complet. Il me semble que toi tu ambitionnes la région. Oui. Non, mais c'est un sujet. C'est pas. Non. Je dirais pas François Calvé. François, n'écoute pas. On discute souvent avec François. Ouais. Mais oui, parce qu'il faut avoir une bonne stratégie. Ouais. L'idée, c'est pas de se présenter pour se présenter. L'idée, c'est d'avoir un projet et de se dire ce projet qui est le mieux à même de le défendre. Voilà, c'est intéressant. C'est un projet. Alors, le mot foi, le mot projet, vous allez loin là. On est en science-fiction, les gars. Je comprends, enfin, c'est souvent... Non, parce que j'ai fait la campagne de Perpignan municipale, tu comprends. Alors, tout ce que tu me dis, ça m'étonne. Pour être uniquement élu et puis avoir une fonction. Bon, c'est parce que derrière, il y a un projet. Ah ouais. Mais oui, c'est ça qu'il faut porter. C'est fou. C'est d'abord, attendez, ce qui intéresse nos concitoyens, c'est ça. C'est vrai. Enfin, ce qui intéresserait ceux qui s'abstiennent, ça serait ça. Et rappelle-nous quel âge tu as ? 48. C'est bien pour porter un projet. C'est très bien, 48, j'ai le même âge, c'est le meilleur âge. Et toi, quand tu seras grand, tu veux être conseiller départemental. Parce que 40% de ton territoire n'est pas à toi. Enfin, à toi, à ta commune. Forcément, quand on est maire de Port-Vendre, on le regarde de près. Parce que maire de Port-Vendre, c'est un peu avoir une voiture sans moteur. C'est ballot. C'est la carrosserie. T'as une carte à pédale, là, pour le moment. Aujourd'hui, rien n'est arrêté, rien n'est figé, mais oui, forcément, comme Stéphane, tu penses à un projet, tu penses à un territoire, et tu penses à, toi aussi, t'as envie T'as la banane, du coup, t'y vas, quoi. T'as envie d'apporter ta pierre à l'édifice, le renouvellement d'idées, le renouvellement des hommes, c'est un cycle. Oui, le renouvellement. Alors, c'est bien de le dire, parce que c'est un message à qui comprendra. On dira pas qui, mais j'ai les noms. Non, et c'est ce qui fait avancer, au final. Donc, c'est en réflexion. Moi, je serais très heureux que Grégory siège au département. Parce qu'il nous l'a dit, il y a quand même entre Port-Vendre et le département de sacrés... Et puis, ça fait combien de temps qu'un maire de Port-Vendre n'a pas été tenant du port? C'est jamais arrivé. Jamais. Enfin, j'ai connu un général romain qui faisait les deux. En fait, dans les années, je crois que c'est dans les années 70 que le maire de Port-Vendre a donné le port. Ah d'accord, oui, à l'époque où il avait une coupe afro, je me souviens bien, des pattes d'EF. Je crois que c'était dans les années 70. C'est pas Comte, non. Non. Villa, non, Villa, non. Mais que le maire de Port-Vendre, depuis... on retrouvera. Voilà, et aussi la gestion du port, c'est jamais arrivé. Oui, mon prédécesseur a essayé de se présenter 2 fois, celui avant aussi, etc. Non, jamais personne n'y est arrivé. Comme disait La Fontaine, c'est les réseaux du plus fort qui sont les meilleurs. Là-dessus, messieurs, et au regard de l'heure, et oui, il est de bonne compagnie qui ne se quitte, et Dieu sait que nous sommes en bonne compagnie. Il va falloir nous assurer vos conclusions, l'un et l'autre. On a commencé, il me semble, par toi, donc on commencera par toi pour la conclusion. Stéphane, le territoire, la mer, est-ce qu'il y a moyen, en gros, moi je suis venu là pour qu'on soit tous ensemble, pour développer ce territoire, la côte, mais au-delà de la plaine, mais là, en l'occurrence,
est-ce qu'il n'y a pas moyen pour qu'on travaille mieux et plus ensemble sur la côte, tout du moins, pour développer la mer, sur, en dessous, à côté Alors, c'est un département qui, en tous les cas, pour la partie sableuse, a toujours tourné le dos à la mer. Hein. Ça fait quoi, 70 ans hein, qu'on regarde la mer. Et la mer, c'est un de nos atouts, véritablement. C'est un outil de développement qu'il faut, touristique, économique, industriel, on a parlé de katana, mais qu'il faut aussi savoir préserver. Ce qui compte aujourd'hui, c'est tu veux dire pas comme mon port de Sète où ils vont agrandir pour des yachts l'hiver, que ça va beaucoup polluer pour peu de retour sur investissement, c'est ce que tu veux dire? On peut le voir comme ça, effectivement. Non, mais ce qui aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu de marketing territorial. Voilà. L'enjeu, c'est de montrer tous les atouts qui sont les nôtres pour faire venir des gens, alors des touristes, certes, mais pas que. Il faut faire venir des investisseurs qui aient la volonté de produire sur notre département. Oui, mais il faut un cahier des charges pour être sûr qu'ils n'abusent pas du territoire et qu'ils se tirent une fois qu'ils l'ont mis enceinte. Après, c'est une question de confiance. Et puis, la confiance dans mon métier, ça n'existe pas, tu sais. Et on fait des paris. On fait des paris sur des investisseurs. Et bon, aujourd'hui, quand même, moi, je vois, en regardant ce qui se passe à l'échelle de Canet, que quand on parle d'Olivier Kaufmann, qui est l'ancien PDG du groupe Picard, hein, quand même, bon, quand on a des gens comme Olivier Ponsin qui sont là, Olivier Ponsin est ici depuis un moment, bon, on se dit qu'on a eu raison de faire le pari. Et il faut pas s'arrêter, au contraire, il faut y aller. Mais effectivement, il y a des gens qui présentent plus de garanties que d'autres. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que on doit être en capacité de tous travailler ensemble. Et je pense, on parlait de renouvellement, mais que cette génération, notre génération... Bah oui, parce que toi, tu es un peu plus jeune que nous, mais tu as 44 ans. Ouais. 44 ans, voilà, c'est la même génération. On a encore faim. Bon. On a une volonté, c'est celle de travailler ensemble. Là, Grégory, on ne se connaissait pas il y a 8 mois. Hein. Bon. Mais de se rencontrer 2-3 fois, on a vite accroché parce qu'on s'est... quand je lui ai pas proposé toi, il m'a dit oui parce qu'il te connaissait et puis il te tenait en... Ce qui m'a arrangé parce que comme on est à Canet, ça aurait été con de faire venir un maire de plus loin, enfin, ne serait-ce que pour les affaires de Jérôme, quoi, tu vois, c'est... Je comprends. D'ailleurs, on le remercie de nous accueillir. Ouais, voilà. Non, mais voilà, la volonté de cette nouvelle génération, c'est effectivement de travailler en commun, et travailler en commun pour notre territoire, parce que c'est ça qui est le plus important. Ta conclusion? Au revoir. Ouais, parce que tu dois aller chercher ta fille. Non, mais sinon... Ma conclusion, Stéphane a très bien résumé. Si on veut attirer, il faut qu'on se serve de la complémentarité de chacun, que ce soit la côte sablonneuse ou la côte rocheuse, on a chacun nos atouts. Et c'est ces atouts qu'il faut réussir à vendre à l'extérieur. Parce que quelqu'un qui va venir sur notre territoire, tous les projets que dit Stéphane, là, de développer avec l'université, etc., mais forcément qu'à un moment donné, ils vont pas rester figés qu'à Canet, ils vont bien aller se promener jusqu'à Collioure, ou jusqu'à Argelès, ou jusqu'à Provence. Et en fait, c'est un territoire qu'on promouvoit. Et un des atouts majeurs de notre territoire, bien sûr, tu as la montagne, mais tu as la mer. Donc, à travers, on en revient à ce sujet, à travers la mer, il y a un vrai lien à faire pour l'attractivité de notre département et de notre territoire. Et donc, on en revient sur le sujet de penser à la mer de demain. Que ce soit sur les projets de Stéphane, que ce soit sur l'économie bleue, la future croisière, parce que je pense que on ne va plus aller vers je ne sais pas si on a vocation à accueillir ces hôtels de 5000 personnes. Oui, Racine, du plan Racine est mort il y a 2 ans, donc c'est un signe qu'il nous a donné. Ouais, de penser la croisière de demain, de penser la plaisance de demain, la pêche, etc. En fait, il faut convertir le touriste en voyageur. C'est ça. C'est ça. Et il faut avoir de belles histoires à lui raconter. Exactement. Mais de toute façon, notre département a une belle histoire à raconter. Alors, d'ailleurs, Maria, tu as le livre de Thierry Grillet? Oui. Là? Ah non, là-bas. Bon, c'est un livre qui raconte des tas d'histoires du département, notamment comment Joseph Kessel est passé par Collioure pour aller à Londres, comment Malraux a écrit Un tiers de l'espoir à Vernet-les-Bains, dans l'hôtel Athéna,
et comment Jim Harrison, le récent et regretté écrivain américain, était à la recherche sur les crêtes rocheuses du côté de Collioure de la valise d'Antonio Machado. Voilà. Donc on va se quitter en rappelant que les remonts de pente sont ouverts en mer, contrairement à la montagne. C'est important. On peut faire du bateau, il me semble. Voilà, merci, je voulais être sûr. Donc, voyez, vous regrettez les skis là d'un coup. Donc, on remercie Stéphane et Grégory, Maria, le camarade Jérôme, le camarade Joanne-nous, et le public de vieux chinois de l'ECAT qui est venu en masse. Et à la prochaine pour une émission qu'on fera, je déjà le sujet, sur l'urbanisation des villages, avec notamment le maire d'Alenia. On attend le deuxième maire ou la deuxième maire.